Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James, journaliste au Journal du Net, sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur Décideur TV, mais également sur le site du Journal du Net et sur le site d'Offre Média, et que vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général d'Horizon Média, régie publicitaire Internet et mobile appartenant au groupe Solocal, mais il est également directeur général adjoint de Solocal Network et intervient ici en tant que président du SRI, le syndicat des régies Internet. J'ai nommé Eric Aderdor. Bonjour Monsieur Aderdor. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on commence comme d'habitude cette émission avec la question de Thierry Amar, président d'Offre Média. On regarde. Eric Aderdor, quelle sera la feuille de route du SRI en 2014 ? Alors Monsieur Aderdor, qu'avez-vous à répondre à Thierry Amar sur cette question ? Alors c'est une très bonne question. L'objectif du SRI sur 2014 en fait s'inscrit déjà dans une démarche un petit peu plus à long terme qui est d'abord de continuer à donner confiance à nos annonceurs pour pouvoir augmenter la part de marché du digital dans le plurimédia. De deux, c'est également de faire deux focus principaux sur toute la partie mobile, puisqu'on crée une commission mobile en partenariat, notamment avec la MMA, pour faire émerger en tout cas ce divers et ce support auprès du marché. Et puis le troisième point, c'est de la même manière créer un observatoire sur toute la partie RTB. Parce que on a les principales régies qui sont membres effectivement du SRI et propriétaires de leurs inventaires, donc plutôt légitime en tout cas à parler du sujet. Voilà. Alors est-ce que 2014 sera l'année du rebond comme on l'annonce un peu partout, contrairement à 2013 où on a vu la croissance se tasser un peu plus que les années précédentes? Il faut rappeler que depuis 3 ans, en fait, la croissance des investissements s'infléchit. On a été à 7% en 2011, 5% en 2012 et 3% en 2013. Oui, après je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte global. Il ne faut pas oublier que sur 2013, les investissements plurimédias ont baissé de 5,9% et qu'au global, le digital a plutôt tiré son épingle du jeu avec un plus 3%. Donc je pense que le digital n'a pas complètement non plus échappé en fait à l'effet crise aigu que le pays traverse. Mais je pense, et je suis un éternel optimiste, que 2014 sera une année bien meilleure. Vous évoquiez tout à l'heure, l'un de vos enjeux, c'est d'augmenter la part du digital dans le mix média, à savoir faire que les annonceurs investissent de plus en plus sur le digital et moins sur la radio ou sur la TV par exemple. En France, on voit qu'on est quand même un peu en sous-investissement, on est à 22% je crois de tous les investissements, alors qu'au Royaume-Uni on est à 35%, en Allemagne à 30%. Comment est-ce que vous expliquez cette particularité française ? Alors je ne vais pas dire que c'est un peu l'exception culturelle française, mais c'est surtout en fait, je pense qu'on est un pays plutôt conservateur à la base, donc on a toujours un petit peu de mal effectivement à faire confiance à tout ce qui est nouveau. Par contre, une fois qu'on a intégré tel et tel support ou tel média, puisqu'on parle des médias en l'occurrence, dans sa capacité d'investir, on y va plutôt de manière assez importante. C'est ce qu'on a vécu notamment sur le RTB avec une croissance de plus de 125%. Et la France est passée du 10e au 15e rang de mémoire à quasiment le deuxième pays en termes d'investissement publicitaire sur le RTB. Donc voilà, donc on a vraiment vocation encore une fois à faire en sorte d'imiter ce qui se passe en Grande-Bretagne et d'être au même niveau d'investissement des investissements digitaux par rapport au plurimédia. Au-delà de ce particularisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène conjoncturel ? On a vu qu'en 2013, on assistait à une véritable bataille sur le marché de la télévision avec une baisse des prix, avec en tête de pont la lutte un peu sanglante entre TF1 et M6. C'est aussi, j'imagine, une des conséquences. Alors, exactement, c'est aussi un phénomène parmi tant d'autres qui a accéléré en tout cas, qui a fait en sorte que le digital n'ait pas des croissances beaucoup plus importantes parce qu'effectivement les effets prix en télé font que certains investissements sont reportés effectivement sur des spots publicitaires télé plus que sur le digital. Donc bien sûr que ça a eu un effet. Alors comme vous le savez, c'est une émission où les internautes peuvent poser leurs questions. On a Lucie qui nous demande pourquoi les tarifs publicitaires du web sont-ils aussi bas et elle précise réponse concrète s'il vous plaît. En fait, je crois que c'est une question assez compliquée parce qu'en fait, le digital, pour pouvoir s'imposer au tout départ, il y a 10 ans, a été obligé d'avoir des prix qui soient extrêmement agressifs
pour pouvoir effectivement nous créer une part de marché assez significative, pouvoir intéresser effectivement les annonceurs, pouvoir également intéresser nos partenaires agences médias, ce qui fait que finalement on est arrivé sur ce marché-là effectivement avec des prix relativement bas. Et puis après, il y a un autre phénomène, c'est que c'est un marché aussi qui est extrêmement concurrentiel, extrêmement novateur, qui fait que de la même manière, aujourd'hui, l'annonceur regarde effectivement est encore plus vigilant en tout cas au prix qu'on peut lui proposer. Et le SRI, justement, est là pour structurer ce marché et puis essayer d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Mais je pense qu'on le reverra tout à l'heure. Donc du coup, finalement, la croissance des investissements publicitaires sur Internet ne va pas faire augmenter les prix au fur et à mesure, au détriment de la télévision ou de la presse écrite? Alors, tout dépend de la valeur que vous y ajoutez. Enfin, quand on parle de data aujourd'hui, la data, pour moi, est quelque chose, effectivement, est un élément qui va apporter de la valeur supplémentaire aux inventaires. Donc ça, du coup, vous le payez de manière, forcément, vous payez probablement un petit peu plus cher. Aujourd'hui, de la même manière, on demande quand même au web, ce qu'on demande à aucun des médias, c'est qu'on peut traquer du début à la fin, enfin le sort d'un internet en l'occurrence, ou en tout cas on demande des KPI suffisamment importants aux différentes régies publicitaires pour mesurer au maximum du maximum la rentabilité d'un investissement publicitaire sur le digital. Donc, alors on a d'autres questions des internautes, on en a pas mal justement, on parlait du RTB tout à l'heure et Mickaël nous dit on parle de hausse du marché du RTB en France, mais qui le tire? Il paraît que Google représente la majorité des espaces vendus par Audience Square et la place Medi. Est-ce que c'est vrai? Média, j'imagine. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. En fait, on ne va pas, si vous voulez la face, il est évident que Google a créé ce marché depuis bien longtemps, donc il a une part de marché qui est assez significative. Et puis après, il y a toutes les agrégations, effectivement, enfin, la place média qui a créé une place de marché assez importante avec l'ensemble des éditeurs qui forment son offre, et idem pour Audience Square. Donc aujourd'hui, l'essentiel effectivement du marché est tiré par ces trois acteurs. Pour le moment. J'ai l'impression qu'ils sous-entendaient en fait que la place média et Audience Square en fait sous-vendaient leurs invendus à Google, non? C'était pas là. Il disait que Google représentait la majorité des espaces vendus. D'accord, ok, j'ai mal compris. Voilà, on peut profiter justement de cette question sur le RTB pour aborder la question des cookies et la législation des cookies. Je crois que Nicolas, Oui, on a vu finalement après 2-3 années de discussions assez complexes, finalement la CNIL a réussi à s'entendre avec les principaux acteurs du marché. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de ce guide des bonnes pratiques qu'a publié la CNIL fin décembre? Absolument, enfin, c'est vrai que ça a été une bataille assez âpre. L'idée pour nous, encore une fois, c'était de ne pas freiner ce marché, ces innovations et de continuer à croître de manière assez significative, de ne pas être forcément en retrait par rapport à tous les autres pays. Donc on a une CNIL effectivement qui a écouté l'ensemble des intervenants du marché et puis a édité effectivement une charte qui corresponde un petit peu davantage à ce que les uns et les autres attendent. Ouais. Oui, donc on rappelle pour nos internautes évidemment que le RTB, c'est sous votre couvert l'achat d'espaces publicitaires aux enchères sur Internet en temps réel. Exactement. Alors on a d'autres questions d'internautes. Gérard nous demande comment attirer les gros annonceurs sur le web. Alors, les gros annonceurs, en fait, sont déjà sur le web. Notre enjeu, c'est plutôt d'essayer d'attirer les moyens et les petits annonceurs. Alors, les petits annonceurs, de la même manière, ils sont aussi via Google ou via Solocal. Donc, ils sont deux groupes qui évangélisent ces petits annonceurs, enfin les SMB. Et par contre, en fait, tous les moyens annonceurs, aujourd'hui, sont encore pas suffisamment présents effectivement sur le web. Donc l'enjeu que l'on a, c'est de continuer à évangéliser, de démontrer l'efficacité du média, de démontrer la pertinence par rapport à d'autres médias aussi. Et puis surtout, encore une fois, quand on investit 1 euro sur le digital, on sait exactement ce qu'il rapporte. En revanche, sur les gros annonceurs, je ne suis pas tout à fait d'accord. Typiquement, il y a un énorme annonceur sur le marché de la télé, c'est l'agroalimentaire. On le voit quand même très peu sur le digital. Pourquoi? Alors, je partage aussi ce point de vue parce que je crois qu'effectivement, les FMCG sont le 10e secteur effectivement, qui investit sur le digital, donc extrêmement loin, là où aux États-Unis sont plutôt en seconde position. Alors, très honnêtement, j'ai aussi du mal un peu à comprendre cette problématique-là. Je pense juste que ce sont des annonceurs qui sont encore très télé, qui fonctionnent encore très GRP et qui investissent, en tout cas sous poudre plutôt, le marché du digital avec des budgets qui ne sont pas suffisamment significatifs. Donc je suis à la limite plutôt super optimiste parce que ça veut juste dire encore une fois qu'on a encore des très gros annonceurs à convaincre et que ce marché devrait continuer à croître de manière assez significative. Et vous pensez que l'essor de la vidéo pourrait être un argument dans
discussion, séduction? Absolument. Enfin, l'essor de la vidéo, l'essor de la même manière du RTB, parce il y a de plus en plus de très très gros annonceurs, P&G par exemple, qui sont équipés de leur propre trading desk, donc qui commencent effectivement à investir sur ce marché, qui commencent à y croire, qui maîtrisent effectivement leurs KPIs et qui devraient leur donner envie effectivement d'investir davantage sur ce marché. Alors justement sur la vidéo, une question un peu particulière, j'ai remarqué que plusieurs fois les publicités peuvent se retrouver desservies par des problèmes techniques, à savoir avant de lancer une vidéo, donc se lance une publicité vidéo, mais la publicité pour une raison technique de connexion internet ou autre ne se lance pas. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de l'effet attendu par la vidéo et l'annonceur se trouve finalement a une mauvaise image alors que celui-ci n'y est absolument pour rien dans ce problème? Oui, alors ça, à la rigueur, en fait, ce sont des problématiques que l'on rencontre quasiment tout le temps à partir du moment où il y a un nouveau marché qui se crée. Donc, il y a forcément toujours des tâtonnements, des petites problématiques techniques, mais qui vont se résoudre assez rapidement. Ce qu'on a vécu aussi sur le mobile, ce qu'on a vécu encore une fois sur le web. De la même manière, souvenez-vous, avec à l'époque où on avait effectivement des navigateurs qui n'étaient pas suffisamment puissants. Donc ça, pour moi, ça va se résorber assez rapidement. Et je pense que la vidéo est déjà maintenant très très bien ancrée effectivement dans les investissements. Donc c'est un marché qui devrait continuer à croître indéniablement. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, on peut se demander aussi, est-ce que c'est légitime d'exposer l'utilisateur à une publicité de 45 secondes quand derrière on va lui servir une vidéo de 2-3 minutes? C'est quand même une pratique qui est faite assez souvent sur Internet. Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin un peu de moraliser ou de donner des bonnes pratiques en expliquant, voilà, on ne peut pas abuser en termes de... Ça rejoint une question d'Arnaud qui nous dit, n'y a-t-il pas trop de publicité avant les vidéos? Sur les pré-rolls. Alors d'abord, en fait, il y a quand même des règles de bonne conduite. Hein. Normalement, l'internaute peut skipper la vidéo, il y a une croix où il peut la fermer, où il peut l'arrêter. Donc l'internaute a quand même la main sur ce qu'il peut faire effectivement quand une vidéo se diffuse. Mise en pratique. Normalement, on devrait quand même aller dans ce sens-là. Même jusqu'à bloquer la publicité quand on change de fenêtre. C'est un marché qui se crée, donc il faut le structurer, mais on y travaille. D'accord. Alors on a également une question, attendez, je la retrouve juste, de Jean qui nous dit « Où en êtes-vous de la mesure de l'efficacité de la publicité? Que fait le SRI pour valoriser Internet comme un média publicitaire à valeur ajoutée ?» Alors ça, c'est une énorme question. D'abord, en fait, on a une commission sur l'efficacité, donc où on montre les best cases de l'ensemble en fait des adhérents du SRI. Donc ça, c'est déjà la première des choses. De deux, on s'est quand même énormément professionnalisé avec des outils d'adserving qui permettent aujourd'hui d'avoir des KPIs qui sont extrêmement poussés. Donc je serais tenté de dire qu'on va continuer à travailler sur l'efficacité du média, mais on n'a plus à prouver l'efficacité du média. Enfin, pour être assez clair, je pense qu'aujourd'hui cette question n'est plus, ne devrait plus être d'actualité. On va continuer, bien évidemment, mais c'est un sujet, voilà, c'est un sujet du quotidien, quoi. Mais on sait qu'aujourd'hui, le digital, encore une fois, est un canal qui est rentable et on le démontre tous les jours à chaque campagne qui est diffusée. Alors le digital est un canal rentable, mais est-ce que c'est également vrai pour le mobile ou les tablettes, où finalement ce n'est pas exactement le même format et les mêmes modèles de publicité qu'on peut trouver actuellement? Après, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que le digital est un média qui est plutôt très agile, donc on s'adapte aussi aux usages des utilisateurs et qu'aujourd'hui, il y a quand même soit un transfert, soit un développement effectivement des usages mobiles. Donc aujourd'hui, le SRI et l'ensemble des organisations travaillent justement pour avoir des formats qui soient suffisamment impactants. On voit bien que le Drive to Store, par exemple, est un élément assez probant et assez efficace si on voit effectivement l'utilité de ce type de dispositif et que le mobile permet beaucoup de choses quand même. Pour les internautes, ce qu'est le Drive to Store? Le Drive to Store, en fait, c'est générer du trafic en magasin à partir du mobile, entre autres. Mais typiquement, les bannières publicitaires qui ont complètement marché sur le web fixe, est-ce qu'elles ont vocation à se développer sur le mobile? On peut s'interroger quand on voit les trois tests des écrans. Est-ce que vous ne pensez pas, un peu comme le Drive to Store que vous évoquiez, le développement publicitaire du mobile passera par d'autres formats que ce standard C'est un peu comme tout, c'est-à-dire que le gros avantage de ce média en général, du digital en général et du mobile en particulier, c'est que c'est un média qui est extrêmement vivant et extrêmement novateur. Et qu'il faut bien poser une base pour commencer et qu'effectivement aujourd'hui la bannière classique qui peut être expandable, donc qui peut recouvrir l'intégralité de l'écran, les formats intégrés,
sont aujourd'hui des formats avec lesquels on débute, et puis évidemment, on est en train de travailler à avoir des formats peut-être un petit peu plus impactants, un petit peu plus intégrés et autres, comme les Native Ads par exemple. Alors une chose qui va peut-être faire changer le marché mobile et de la publicité mobile, c'est la 4G. Et donc Nico nous demande, la 4G va-t-elle influencer le marché ces prochaines années? Oui, probablement, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez des flux de données qui arrivent plus rapides, forcément ça va renforcer les usages et donc intéresser les annonceurs. On parle beaucoup notamment pour la vidéo. On espère que et entre autres par la vidéo, bien sûr. De croissance. Ouais. D'accord. Moi, je vais changer un peu de sujet. On a vu, du coup, au cours de cet observatoire de la publicité, que finalement, des acteurs comme Google, ça a toujours été le cas, mais des acteurs comme Facebook, notamment, prenaient de plus en plus de place dans les investissements. Il se trouve que ce ne sont pas des acteurs qui sont présents au sein du SRI. Et finalement, fatalement, mécaniquement, ça remet un peu en cause la représentativité du SRI, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des acteurs comme Google, Facebook, Twitter, qui deviennent aussi des régies et qui ne sont pas membres. Comment est-ce que vous réfléchissez à cette problématique-là? Est-ce que vous aimeriez qu'ils vous rejoignent? Ou je ne sais pas, est-ce que vous discutez avec ces acteurs-là? Alors d'abord, on adorerait qu'ils nous rejoignent inévitablement. La seule problématique que l'on a avec ces gens-là, c'est qu'ils ne déclarent pas leurs chiffres. Or, pour pouvoir adhérer au SRI, il faut une totale transparence. Et par ailleurs, au sein du SRI, il y a quand même des Yahoo, des Microsoft, qui sont aussi des Américains. Preuve que les Américains peuvent venir au SRI, donc on adorait naturellement les avoir avec nous et pour pouvoir continuer à évangéliser naturellement ce marché. Mais par contre, tant qu'effectivement ils ne sont pas très clairs sur les chiffres, sur leur chiffre d'affaires, on ne pourra pas collaborer avec eux. Ou alors on collabore effectivement avec eux de manière avec beaucoup de parcimonie. Voilà. Où ce sont effectivement Price par exemple qui va effectivement les interviewer pour avoir un estimatif, une fourchette, donc rien de bien précis sur le chiffre d'affaires que peuvent... Du coup, comme vous l'avez fait avec l'UDECAM qui représente les agences médias, et passer côté acheteur pour essayer de... Exactement, de réconcilier en tout cas les chiffres. D'accord. Mais je lance un appel, Monsieur Facebook et Monsieur Google, déclarez-nous nos chiffres et on vous accueille avec grand plaisir. Alors Thierry Amar, qui vous a posé une question tout à l'heure et qui j'imagine doit être connecté, vous pose une deuxième question. Que pensez-vous des diverses études qui mettent en avant le display bashing? Oui, alors ça c'est une très bonne question. Je pense que d'abord ce sont des choses qui ne sont pas forcément les bienvenues dans un marché encore qui est en pleine structuration. On est en train de dire qu'il faut justement donner confiance aux annonceurs, à nos partenaires agences médias et autres. Et qu'effectivement, ce genre d'études ne sont pas toujours forcément les bienvenues, et puis jettent comme un discrédit finalement sur le média. Or, aujourd'hui, le média, encore une fois, c'est 22% des investissements publicitaires plurimédias, donc ça prouve que ça marche, il y a de plus en plus d'annonceurs qui viennent, il y en a encore des très très gros qui devraient arriver, on en a parlé tout à l'heure. Donc je pense que c'est plus pour moi aujourd'hui un marché qui continue à se structurer avec des nouveaux arrivants et que ces nouveaux arrivants, de la même manière, pour pouvoir créer, faire parler d'eux, lancent effectivement quelques études qui ne sont pas forcément toujours les bienvenues, d'autant plus qu'eux-mêmes vendent de la pub, donc ce qui est parfois un peu... Il y a quand même aussi peut-être une autocritique à faire dans la mesure où c'est vrai que quand on va sur certains sites, on a l'impression d'être sur un sapin de Noël tellement ça brille de tous les côtés avec toutes ces bannières. On peut quand même admettre que c'est vrai que longtemps, finalement, les internautes ont été habitués à avoir accès à des contenus gratuitement avec un peu de publicité, mais pas trop. Et c'est vrai qu'il y a peut-être eu une dérive ces dernières années avec vraiment des formats qui se développaient partout. Après, je pense qu'en fait, la sanction, elle est vite vue. La sanction, c'est l'utilisateur qui s'en va. Donc, un éditeur qui effectivement ne fait pas attention à son contenu ou effectivement lance des publicités intempestives, dessert un peu son audience et au final risque de la perdre. Donc ça, après, c'est encore une fois la sanction, elle est vite vue, quoi. Oui, j'entends bien, mais il y a au-delà, effectivement, je pense que des effets de lobbying, il y a aussi un ressentiment des internautes. On sent quand même ça cristallise des appréhensions par rapport à ça. On l'a vu à l'épisode de la Freebox Free quand ils ont lancé leur box, c'est la proposition de filtrer en fait tous les contenus pubs par défaut. Ça a emporté une adhésion assez énorme et c'est là qu'on s'est rendu compte finalement que les internautes avaient du mal avec la publicité. Je trouvais que c'était vraiment l'élément déclencheur en fait. Oui, alors vous avez raison, mais ce qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est qu'il y a énormément de contenu qui existe parce qu'il y a de la publicité. Donc le contenu est gratuit parce qu'il y a de la publicité. Pas de publicité, plus de contenu aussi. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. Et comment faire comprendre ça aux internautes? Parce que c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Il faut le dire, le répéter comme dans cette émission.
Alors on parlait justement donc de publicité et de contenu. Moi j'aurais une question assez particulière. Si je grossis un peu le trait sur la publicité qui n'est pas réellement de la publicité, je pense à des initiatives comme My Little Paris ou Merci Alfred qui vont donner des bons plans, mais également les vendre aux annonceurs d'un autre côté, qui va permettre en fait d'envoyer aux internautes des bons plans sponsorisés. Donc c'est un nouveau type de publicité. Comment est-ce que vous voyez ce développement? Les native ads, qui est le mot tendance. Soit les native ads, mais pour moi ça s'apparente presque à du hors-média. Donc c'est ce qui existe déjà dans le marché. Il y a un marché du hors-média et parfois effectivement vous avez des structures, des entreprises qui développent leurs activités sur d'autres types de formats, les native ads ou des opérations plus événementielles effectivement comme peut le faire My Little Paris. Donc ça n'est pas forcément un concurrent du retargeting ou du RTB? Pas plus que ça, c'est un élément supplémentaire. C'est un élément supplémentaire des annonceurs. En revanche, là où je suis moins d'accord avec vous, c'est qu'on voit quand même sur l'édito qu'il y a une vraie tendance de fond. On voit des acteurs comme BuzzFeed et Forbes qui ont développé en fait leur business model sur cette capacité qu'ils ont de prendre la parole pour des marques et de diffuser des contenus sur leur site qui sont en général quand même plutôt bien identifiés comme des contenus de la marque. Et c'est une vraie tendance. En France, on voit que la plupart des régies aujourd'hui commencent à lancer leur offre de native ads. Et vous pensez qu'ici aussi peut-être qu'il faut quand même peut-être établir des limites, ou en tout cas c'est important de montrer que le contenu est publicitaire? Je pense que d'abord l'internaute n'est pas dupe, hein. Il voit bien quand c'est effectivement du public rédac ou de la publicité entre guillemets déguisée. Mais tant que ça apporte une information utile pour l'internaute, que ce soit publicitaire ou pas, ça apporte de l'information et c'est utile pour lui. Donc, et encore une fois, l'internaute a quand même le doigt sur le clic, donc il peut passer à autre chose. Alors, il faut croire que cette émission fait peur à certains. Claire nous demande, va-t-il y avoir de plus en plus de publicité sur Internet? Alors, va-t-il y avoir plus de publicité sur Internet? Alors, juste pour bien comprendre la question. J'imagine que c'est du point de vue de l'internaute. Quand elle va se connecter, est-ce qu'elle va être encore plus assaillie, entre guillemets, qu'aujourd'hui par la publicité? D'accord. Alors, non, parce qu'en fait, il faut juste savoir que sur 2013, il y a eu une explosion des inventaires publicitaires, puisque ça a augmenté de plus 184%, enfin des inventaires, hein, j'entends, 184%. Donc il y a de plus en plus de pages pour pouvoir communiquer sans pour autant envahir effectivement les internautes. On va arrêter avec ce display bashing, on va passer sur un sujet un peu d'actualité. On a vu que la Commission européenne avait avalisé les propositions de Google qui étaient un peu jugées pour abus de position dominante. Ces propositions, j'imagine que vous les avez regardées parce que votre groupe, au même titre que d'autres membres du SRI, sont un peu impactés finalement par cette position dominante. Vous en pensez quoi? Alors moi je pense que la Commission devrait regarder de plus près ce qui se passe et vraiment mesurer les impacts business que ça a effectivement dans les différents pays. Il est évident qu'aujourd'hui Google est en position dominante, enfin, on va pas se le cacher, avec 96 ou 98% de part de marché aujourd'hui, c'est pas de la position dominante, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour moi, encore une fois, enfin, aujourd'hui il faut continuer à travailler avec la Commission et les différentes instances pour d'abord faire comprendre effectivement les enjeux de cette problématique, de ce qu'est le marché du digital aujourd'hui, de l'écosystème qu'il représente, tant en termes d'emploi, parce que on est plutôt des gros recruteurs, et notamment de gens de moins de 25 ans, il faut quand même juste le rappeler, et qu'on ne peut pas effectivement avoir une économie qui soit Google dépendante, ce qui parfois est un petit peu le cas. Enfin, on voit ce qui se passe sur les comparateurs par exemple, et la manière dont Google effectivement… exactement, donc voilà, donc je reste assez mesuré et très tempéré par rapport à… Parce que Joaquin Almunia, du coup, qui gère le dossier pour la Commission européenne, était très incisif. On a un peu l'impression qu'il a revu ses ambitions à la baisse en se satisfaisant de ces propositions-là, non? Exactement. C'est ça. Exactement. Alors j'avais une question sur la Big Data que j'avais notée, mais je ne la retrouve pas ici. C'était le Big Data offre-t-il de nouvelles perspectives en termes de publicité en ligne? Donc on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. Alors Big Data, qu'est-ce qu'on entend par Big Data? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, alors si on parle du marché de la data en tant que tel, il n'y a pas réellement de marché. Il y a un marché de la data lié à des inventaires. Donc c'est ce qui va donner de la valeur, effectivement, donc qui va permettre d'augmenter les prix parce que on apporte une efficacité encore plus pointue à nos annonceurs. Après, le Big Data dans sa globalité est un marché effectivement qui, pour moi,
est très centré d'abord sur les annonceurs parce qu'eux-mêmes doivent effectivement avoir des bases de données clients qui soient suffisamment agiles, suffisamment importantes, ce qui malheureusement parfois n'est pas toujours le cas. Donc là, il y a un marché à développer qui est juste extraordinaire. Et après, c'est comment effectivement lier ces data. Donc une fois que tout ça est constitué, qualifié, travaillé, etc., comment prendre effectivement ces data-là et les injecter dans les inventaires, avec les inventaires publicitaires sur le digital. Et là, pour le coup, effectivement, ça sera extrêmement efficace parce qu'en fait, l'annonceur aura une cible qui sera exactement ce qu'il recherche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très porteur pour l'économie française. On a vu Criteo s'introduire en bourse, on a vu des acteurs comme Ezacus aussi vraiment se développer. Donc c'est intéressant de voir que finalement ça permet aussi de donner naissance à des startups très innovantes sur le sujet. Exactement. Et la France n'est pas à la traîne en revanche là-dessus. Et la France n'est pas à la traîne et j'ai assez confiance, encore une fois, dans les entrepreneurs pour pouvoir être assez dynamique sur ce marché-là et avoir des nouvelles entreprises qui se développent. Après, encore une fois, je pense que la clé de succès et de développement passe aussi par les annonceurs. Et une fois que les annonceurs auront compris l'intérêt de mieux travailler, de mieux capitaliser effectivement sur leur data, ça donnera un essor phénoménal effectivement au marché. Et c'est là où j'espère qu'on devancera le UK en termes d'investissement publicitaire sur le digital. Et toujours dans le cadre de la data, ce sera la dernière question de cette émission. Toute information est-elle bonne à prendre pour un annonceur des internautes? Toute information des internautes, pardon. Oui, je pense qu'en fait le digital globalement a complètement bouleversé l'ensemble des écosystèmes. Hein. Le digital est intégré dans l'ensemble des organisations et que de plus en plus effectivement l'internaute, le consommateur hein, d'une certaine manière, a encore plus la main et il est évident que pour moi, on doit prendre en compte effectivement les avis de nos utilisateurs et donc des consommateurs bien sûr. Mais en fait ma question s'adressait plus au sentiment que peuvent avoir certains internautes d'être traqués parce que toutes les informations de la navigation sur Internet sont enregistrées et permettent effectivement de cibler. Mais ils peuvent sentir également que chaque mouvement qu'on fait sur Internet est ciblé par des annonceurs et enregistré dans des bases de données. Ouais. Ce qu'on a fait, encore une fois, au sein du SRI et en collaboration avec l'IAB, c'est qu'on a YOC, Online Choice, donc systématiquement quand il y a une publicité ciblée, effectivement, on indique que c'est une publicité ciblée basée sur des cookies. Donc encore une fois, on essaie d'être assez transparent vis-à-vis de l'internaute. Et puis encore une fois, je rappelle juste que l'internaute a toujours la capacité de désactiver ses cookies via son navigateur. On se rend compte d'ailleurs via cette initiative, je crois que le taux de désinscription est quand même relativement faible. Exactement. Donc, preuve que finalement l'internaute peut-être préfère recevoir une publicité qui correspond à... Absolument. Après, ce qui peut toujours être un peu compliqué, c'est que après avoir effectué son achat, de continuer à recevoir les mêmes pubs sur le même produit, bon, c'est là où ça peut être effectivement achat. Mais j'ai plutôt tendance à croire que plus on va avancer dans le temps et plus ça sera modéré. Exactement. Merci beaucoup Monsieur Aderdor d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Nicolas James. Merci à tous les internautes pour vos nombreuses questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Décideurs du Net.